Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ces retombées économiques en font un secteur déterminant pour l'économie nationale. Nous parlons ce soir du secteur minier. Notre sous-sol renferme en effet de nombreuses ressources minérales. Parmi elles, l'or qui constitue aujourd'hui la première ressource d'exportation du pays. Le Mali qui se classe d'ailleurs en bonne place dans le peloton de tête des pays producteurs de métal jaune du continent. Mais à qui profite l'or du Mali? La question est souvent posée. Faire en sorte que l'or brille pour tous les Maliens, c'est désormais le credo de nos autorités, mais au-delà de l'or, il s'agit bien de faire en sorte que le pays puisse tirer le meilleur profit de son potentiel minier. De nombreuses actions sont entreprises dans ce cadre. Nous en parlons ce soir dans ce numéro de l'émission Malikoura Tassira, saison 2. Bienvenue, mesdames, messieurs, au Musée national du Mali où nous recevons le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le ministre des Mines. Bienvenue sur le plateau de l'émission Malikoura Tassira, saison 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Konaté. Et avec moi pour vous interroger, Ousmane Mohamed Touré, directeur de publication du journal Le Point. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement du Mali a commandité en 2023 un audit du secteur minier. Alors, un document qui faisait état d'irrégularités, mais aussi de beaucoup de manques à gagner pour les caisses de l'État. Est-ce à dire que vraiment, à voir de près, le Mali ne tirait pas profit de son secteur minier? Je vous remercie beaucoup, M. Konaté. Avant de répondre à cette question, permettez que je souhaite une très bonne année 2024 à l'ensemble du peuple malien, en formulant pour chaque Malien et chaque Malien les meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur. Maintenant, pour revenir à votre question, non, on ne peut pas dire que le Mali ne tirait pas profit de l'or. Je pense qu'il faut savoir que l'exploitation minière fait intervenir un certain nombre d'acteurs, à commencer par ceux qui investissent leur argent dans le secteur minier, dans l'exploitation minière, et l'État du Mali, à travers ses différents services. Et il faut aussi rappeler que toutes les ressources minérales sous le sous-sol malien appartiennent à l'État. Maintenant, l'exploitation minière est régie par un certain nombre de textes, justement, qui réglementent les différents aspects et aussi les droits et les obligations des parties. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui investissent donc, espèrent avoir du profit en retour. Naturellement, l'État du Mali auquel appartiennent les ressources aussi entend justement bénéficier de l'exploitation minière. Donc, il y a donc, si vous voulez, un partage de profits en fonction de la participation donc, des différents acteurs dans le capital des sociétés minières. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a comme taxes, impôts, etc. Et alors, cela fait que, en définitive, l'État du Mali, justement, tire un certain profit de l'exploitation minière. Mais on peut dire que ces profits n'étaient pas assez au regard donc de ce que l'État aurait pu ou aurait dû attendre de cette exploitation minière. Et justement, l'audit a donc révélé un certain nombre de manquements. Je vous donne quelques chiffres pour être plus précis sur donc, les sociétés minières qui ont été donc, investiguées. Il y a eu un chiffre d'affaires total, ça c'est un chiffre de 2021, de 1904 milliards au total, chiffre d'affaires dans les secteurs. Et l'État, et les résultats nets pour les sociétés minières s'élevaient à 301 milliards. 301 milliards. Et quand on regarde un peu aussi les chiffres, on se rend compte que l'État du Mali a reçu donc en dividende un peu plus de 60 milliards, de 60 milliards. Vous voyez. Et en termes donc d'achat, c'est-à-dire lorsqu'on prend la chaîne de valeur de l'exploitation minière, notamment quand on voit un peu comment sont rémunérés les sous-traitants, en tout cas tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur, on a vu par exemple que, notamment pour ce qui concerne l'approvisionnement, les achats locaux se sont élevés à un peu plus de 615 milliards de francs CFA pour les achats à l'étranger. 615 milliards de francs CFA.
alors que pour les achats locaux, les chiffres s'élevaient à 448 milliards. Donc on peut dire que le secteur minier donne la préférence justement aux entreprises étrangères pour s'approvisionner en produits. Donc l'audit a révélé un peu tout ça. Donc au regard de tous ces chiffres, on peut effectivement penser que, en tout cas, nous sommes en deçà des attentes du peuple malien en ce qui concerne les revenus tirés de l'exploitation minière. Mais vous parlez toujours de chiffres. On a parlé quelque part d'un manque à gagner de 300 à 600 milliards de francs CFA pour l'État. Expliquez-nous un peu, en quelques mots. Oui, mais ça, c'est dû un peu souvent à des montages qui font que donc l'État n'arrive pas à entrer dans ses gains. Vous voyez, c'est dû aussi au fait que souvent on a du mal souvent à calculer les véritables chiffres pour ce qui concerne les impôts, pour ce qui concerne comment on appelle, même les dividendes, parce que très souvent, on a beaucoup de sociétés minières qui, à la date d'aujourd'hui, ne payent pas aussi les dividendes à l'État. Nous sommes en train de faire le point par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça constitue des manques à gagner pour l'État du Mali. Monsieur le ministre, la loi numéro 2023, 041, du 29, je pense, du 29 août 2023, donne une possibilité maousse aux localités de se développer réellement et de créer des conditions pour quitter toute cette misère qui entoure l'exploitation de l'or du Mali. Qu'en est-il réellement du contenu de cette loi? Je vous remercie. Permettez que je dise d'emblée que l'adoption de cette loi était vraiment une volonté affirmée et même réaffirmée du chef de l'État, le président Assimi Goïta, qui justement donc, au regard de tout ce qui s'est dit sur le secteur minier, a donc décidé de commanditer l'audit. Maintenant, sous la base du rapport d'audit, il a une vision, on peut dire comme ça, cette vision qui veut que désormais, le secteur minier ne doit plus constituer une enclave au sein de notre économie. Il faut que ce secteur soit totalement intégré à l'économie, qu'il puisse financer les projets structurants qui permettent à notre pays de se développer. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, justement, que le président a instruit de travailler à l'adoption d'un nouveau code. Et fait remarquable, dans le même temps, on a adopté aussi ce qu'on appelle la loi relative au contenu local. Il est vrai que cet aspect était déjà géré, pris en compte par les anciens codes, notamment le code donc, de 2019, mais sauf que les dispositions étaient plutôt timides et il n'y avait pas de possibilité sur le plan donc, de la production normative et dans la continuité de faire en sorte que les dispositions puissent être implémentées, appliquées. Et donc, on a décidé donc d'adopter une loi à part entière, dont on l'a extrait. On a extrait ces dispositions donc, du Code minier pour en faire une loi à part entière. Et là, il y a un certain nombre d'innovations, notamment le fait que désormais, il y a plus d'inclusivité dans la signature des conventions et des titres miniers. Ce n'est plus le seul ministre des Mines qui peut donc signer les conventions. Maintenant, aujourd'hui, désormais, ça se passe en Conseil des ministres, mais aussi après avis d'autres ministres, comme celui de l'économie et des finances, le ministre de l'Environnement, etc., le ministre du Domaine, etc. Ensuite, l'État, désormais, sa participation va passer à 35%. 35%. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le traitement par payage, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui font traiter leurs minéraux par une autre société. Ça n'était pas pris en compte par le Code minier. Désormais, ça l'est. Donc, pour ça, il y a des taxes à payer aussi. Ensuite, on a introduit ce qu'on appelle la notion de substance stratégique.
Désormais, l'État du Mali considère qu'il y a certaines substances qui peuvent être considérées comme éminemment importantes pour notre économie et qui peuvent souvent constituer aussi des sources d'énergie. Donc ces substances sont qualifiées de stratégiques et il y a des dispositions particulières quant à leur exploitation. Il y en a d'autres. Voilà. Maintenant, concernant précisément, concrètement, le contenu relatif au contenu local, ça permet justement, comme vous l'avez souligné, que nos communautés et que nos entreprises nationales puissent aujourd'hui bénéficier de cette exploitation sur toute la chaîne de valeur. Concrètement, comment? En faisant en sorte que, justement, on donne la préférence aux entreprises nationales pour l'approvisionnement des sociétés minières. Donc, il n'est pas question, il n'est plus disons question, lorsque nos entreprises sont capables d'avoir recours à des entreprises étrangères pour approvisionner les sociétés minières. Il y a aussi la question de l'emploi au sein des sociétés minières. Désormais, et certaines entreprises avaient déjà commencé, mais désormais c'est une obligation. Progressivement, lorsqu'une entreprise s'installe, il faut que progressivement elle donne la priorité aux nationaux pour occuper les différents postes. Donc du début jusqu'à donc à une certaine période, il y a donc comme sorte de remplacement qui s'est fait progressivement pour que les nationaux puissent, à un moment donné, être majoritaires dans même le management de la société minière. Il y a aussi un certain nombre de fonds, n'est-ce pas, désormais qui sont pris par le Code et qui feront que les sociétés, d'abord les communautés dans les zones minières vont bénéficier de plus de possibilités pour pouvoir se développer. On pourra développer la recherche, on pourra développer aussi même les infrastructures hydrauliques, les infrastructures donc, routières au niveau des zones minières. Monsieur le ministre, en faisant cela, est-ce que notre pays il reste attractif pour les investisseurs dans le secteur minier et il nous revient que le torchon brûle un peu entre vous et les sociétés minières, que des négociations sont en cours. Qu'est-ce qui en ressort en réalité? Non, on ne peut pas dire que le torchon brûle. Je pense que, vous savez, nous sommes dans un domaine où il y a quand même de gros enjeux financiers. Et ça fait que donc il faut que les acteurs puissent s'asseoir, discuter, se mettre d'accord. Comme je l'ai dit, les ressources minérales appartiennent au peuple malien et gérées donc par l'État du Mali. Ce sont les ressources du peuple malien. Mais il y a des investisseurs nationaux et étrangers qui viennent aussi pour donc, investir dans ces secteurs et qui entendent aussi tirer profit de leur investissement. Est-ce que vous n'allez pas les faire partir? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que il y a eu beaucoup beaucoup de fausses rumeurs qui ont été répandues. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de fausses accusations. On a entendu même des Cassandres, n'est-ce pas, prédire que justement tous les incidents vont fuir le Mali. Mais il n'en est rien. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec ces entreprises, comme nous l'avons dit, parce que l'audit a révélé des choses. Nous avons dit, en toute responsabilité, asseyons-nous, discutons, établissons les faits. Une fois que les faits sont établis, alors on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire que le gouvernement malien est en train de mettre de l'ordre. Mais bien sûr, naturellement, nous sommes dans cette réforme. Il y a une vision qui nous guide, une vision donc, qui a été impulsée par le président de la transition, à savoir qu'il faut faire en sorte que, si j'ai pu m'exprimer trivialement, parce que comme on le dit maintenant tout le temps, que l'or brille pour tous les Maliens. En fait, c'est ça l'objectif. Et ces discussions, justement, comme je l'ai dit, qui se passent entre les sociétés minières et nous, mettent en avant, justement, le principe gagnant-gagnant. Parce que nous pensons que ça n'était pas le cas autrefois. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup ont compris. Et la vague que certains avaient soulevée, justement, mais à dessein aussi, je parle à dessein aussi, bon, donc pour nous diaboliser, cette vague, à mon avis, est en train de retomber. Et avec les sociétés, nous sommes dans des discussions, nous sommes dans des échanges, et avec
la plupart d'entre elles, nous sommes en train de trouver, comme on dit, un terrain d'entente, parce que c'est des moments aussi disons, de transition. Et les moments de transition comportent beaucoup d'incertitudes. Ouais, voilà. Il y a un nouveau code autour duquel il y a eu tellement de bruit que finalement, certains, sans chercher à comprendre, justement, avaient pensé que, bon, voilà, on est en train donc, on veut créer des problèmes. Ce n'est pas notre cas. Je pense qu'il ne viendra à l'esprit à aucun gouvernement responsable de faire fuir les investisseurs. Mais nous l'avons dit aussi, ça ne veut pas se faire aussi au détriment des intérêts du peuple malien. Alors, en termes de structure, Monsieur le ministre, vous avez créé récemment une société d'État, la SOREM, Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Et qu'est-ce que cela va changer en termes de recherche et d'exploitation minière pour le Mali? C'est justement pour faire en sorte que l'État puisse tirer le maximum de profit du secteur minier, mais tout en respectant les autres acteurs qu'il a décidé de créer cette société d'État dont le capital est détenu par l'État à 100%. Donc, qui est une société qui va pouvoir faire de la recherche minière, qui va développer et qui va exploiter des ressources minérales. Mais l'avantage ensuite que cette société pourrait avoir, parce que c'est comme une société d'État, mais sur laquelle l'État pourrait s'appuyer aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre stratégie, c'est de faire en sorte que l'État ne soit pas simplement actionnaire dans les sociétés qui sont créées, mais qu'à travers la SOREM, l'État puisse aussi, comme au bon vieux temps donc, de la SONAREM, que l'État puisse faire de la recherche et exploiter. L'État sort, comme vous le disiez tantôt, de l'incantation et sera dans l'action. C'est ça, mais justement. les sociétés d'État, parfois, est entourées et embaumées même de corruption. Qu'est-ce que vous allez prévoir? Parce qu'il faut sécuriser les travailleurs, les ingénieurs, pour qu'il y ait un salaire plus élevé, pour qu'il n'y ait pas cette tentation. Mais je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Tous ceux qui vont être recrutés au niveau de cette société les seront sur la base de leurs compétences. Et je pense que nous sommes aussi de plus en plus dans un contexte politique, socio-juridique, si je puis m'exprimer ainsi, qui dissuade concernant beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de gens réfléchiraient à deux fois, justement, avant de pouvoir tomber comme on dit, dans la plate corruption qui, justement, a longtemps gangréné le secteur public malien. L'orpaillage fait à peu près 6%, peut-être ou même au-delà. Et ce sont les jeunes qui sont beaucoup dans cette affaire. Est-ce que réellement on a créé des conditions maintenant très pragmatiques pour que les gens qui font l'orpaillage soient connus, détectés et que ça rapporte beaucoup d'argent? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de cap, quoi. Il y a autant d'opportunités liées à cette activité parce que c'est quand même une activité que l'on pratique depuis des siècles dans notre pays et dans d'autres pays de la sous-région. Donc nous avons une grande expérience dans l'orpaillage. Mais il se trouve que malheureusement, depuis quelques années, justement, pour un certain nombre de raisons, justement, ce secteur a échappé donc au contrôle de l'administration minière. J'ai dit, il y a beaucoup de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas ici. Donc ça fait que l'orpaillage a évolué et n'est plus, en tout cas, ce qu'il est censé être dans les textes, dans le code minier. Parce que de plus en plus, on a recours à des machines, normalement, qu'on ne devrait pas utiliser dans les secteurs. On a recours à des produits chimiques, etc. Et ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les terres sont, disons, occupées de façon illégale. Parce que normalement, il y a des couloirs qui doivent être déterminés, à l'intérieur desquels on doit faire l'orpaillage. Mais il se trouve que souvent, donc, les jeunes, et puis souvent même des pays voisins aussi qui viennent, comme le nôtre aussi, bon ailleurs aussi. Hein. Donc, ils envahissent souvent donc, les terres de culture, ils envahissent les concessions minières des sociétés. Donc, ça fait que de plus en plus, c'est une activité qui comporte beaucoup de problèmes. Donc, liés donc, à la destruction de l'environnement, au grand banditisme. Voilà. Et notre souci, c'est de faire en sorte que ces secteurs soient plus maîtrisés. Et ça fait partie aussi, des
des visions, disons de la grande vision, et aussi de la philosophie qui sous-tend l'adoption du nouveau code. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mènent, des réflexions qui se mènent au niveau du département, mais le code a prévu ce qu'on appelle un organe d'encadrement et de surveillance. Maintenant, est-ce que ça va prendre la forme d'une police minière, une administration? On est en train de réfléchir. Monsieur le ministre, on vous a vu en Russie, parlons de la coopération avec la Russie dans le secteur minier. Il est question de cartographie géologique, il est question d'usine d'affinage de l'or. Est-ce que vous misez beaucoup sur cette coopération? Si oui, pour atteindre quels résultats? Pour couvrir l'ensemble du territoire national, tant en termes de cartographie minière qu'en termes de cartographie pétrolière, l'État a donc décidé justement, à la faveur de ses partenariats avec la Russie, de signer un mémorandum qui va nous permettre, avec l'appui de nos partenaires russes, de réaliser une cartographie minière qui va couvrir l'ensemble de nos territoires. Idem aussi pour le pétrole. Et nous estimons que, parce que sur la base du mémorandum, les activités devraient s'étaler sur 4 ans, à peu près 4 ans. À l'issue donc de ce projet, nous estimons que nous aurons une cartographie qui nous permettra de connaître vraiment très bien notre sous-sol. Et la coopération avec la Russie dans le domaine va au-delà de ça, de la cartographie? Ça va au-delà de ça, justement. Il y a une autre société avec laquelle nous avons signé un mémorandum, parce qu'il faut comprendre que, vous savez, il faut tout État qui veut se développer, qui veut développer son secteur minier, doit être aussi capable d'assurer les traitements sur son territoire. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on crée des emplois, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on peut même contrôler la production d'or sur son territoire. C'est pourquoi l'État du Mali a décidé donc d'entrer en partenariat avec une société russe du nom de Kravesmets qui va nous aider à mettre en place une usine d'affinage de l'or d'une capacité de 200 tonnes par an. Et les choses avancent. Voilà, nous avons acquis déjà la parcelle au niveau de la zone aéroportuaire. C'était une des conditions d'ailleurs. Ensuite, il y a les études qui sont en cours, les échantillons aussi qui doivent être acheminés vers la Russie pour être analysés par le partenaire. Donc, c'est vous dire que ce projet aussi avance, tout comme le premier aussi concernant la cartographie avec la société Zarouberge Géologia. Monsieur le ministre, la recherche pétrolière est complexe. Et vous savez, au Mali, je pense qu'il doit y avoir 5 puits. Et pour un seul puits, il faut un financement d'à peu près 15 milliards, à ce que je sache. Est-ce que maintenant, il n'est pas bon d'aller à une vitesse supérieure de l'exploitation du pétrole pour que les Maliens sentent l'odeur du pétrole? On a pris beaucoup de retard, malheureusement, dans la recherche pétrolière. Vous l'avez dit, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 5 forages. Et ça n'est absolument rien. Je prends l'exemple du Niger, comparaison n'est pas raison, qui a plus de 150, à peu près 150 forages. Bon, on voit les résultats aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons compris qu'il nous faut aller comme on dit, à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, à la faveur de ces partenariats qui va nous permettre d'établir la cartographie, il est question aussi justement de réunir les moyens. C'est pourquoi l'État a dit qu'il faut que nous changions de code pour que nous ayons un code de développement, que l'État ait les ressources nécessaires pour financer la recherche minière et pétrolière. Et c'est pourquoi d'ailleurs le nouveau code minier prévoit un fonds pour cela. Donc je pense que nous en sommes tous conscients, à commencer par le président de la transition, qui nous instruit justement de travailler sur ces questions-là pour faire en sorte que nous puissions aujourd'hui... Et puis nous avons aussi la chance, si je puis dire, que désormais le nord du Mali se stabilise, donc en train de sécuriser. Et donc ça nous permettra justement de pouvoir tranquillement vaquer à nos occupations de recherche. Je voulais juste revenir sur la libération de Kidal. Il y a beaucoup de supputations par rapport aux exploitations d'or
Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que le ministère des Mines a un contrôle maintenant que la zone est libre? Vous l'avez dit, il y avait beaucoup de rumeurs, hein, mais je pense que la voie la plus autorisée, l'a annoncé, c'est la voie du plan de la transition, à la faveur de la présentation des vœux des familles fondatrices de Bamako et des forces de la nation. Dans sa réponse, il a effectivement parlé, il a effectivement parlé de Kidal. Il a dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits où on fait de l'orpaillage. Et donc, c'est avéré, c'est la vérité. Oui, parce que c'est une zone qui échappe au contrôle de l'État. Et il a dit, il y a même des machines qui ont été découvertes. Et là-bas, on s'est demandé, mais comment est-ce que ces machines se sont retrouvées là-bas? Et à quelle fin? Vous voyez? Et donc, mais aujourd'hui, justement, Kidal a été libéré et que donc l'État va asseoir son autorité. Nous sommes parmi les plus heureux. Je parle de mon département. Donc, ça nous permettra donc rapidement d'opérationnaliser. Parce que vous savez que nous avons, dans notre organigramme, une direction régionale de la géologie des mines à Kidal et une autre à Gao. Donc, nous allons rapidement opérationnaliser justement ces directions pour pouvoir alors travailler dans ces zones-là. Alors, on va rester dans ces zones-là, hein, pour ne pas vous poser la question de savoir s'il y a du pétrole au Mali. Je vais vous la poser peut-être autrement. Certains disent que les enjeux liés à l'existence éventuelle du pétrole dans cette zone, et bien évidemment d'autres ressources, sont quelque part à la base des déboires que nous avons de ce côté. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, ça peut être vrai. Vous savez, voilà, on a parlé de la malédiction des ressources naturelles, hein, voilà, qui frappe beaucoup de pays africains, pas seulement d'ailleurs. Donc des pays qui connaissent la guerre à cause donc de l'abondance des ressources minérales dans leur sous-sol. Donc je pense que le Mali ne pouvait pas échapper à cette malédiction. Mais sauf qu'aujourd'hui, le peuple malien s'est dressé comme un seul homme et a décidé donc de briser les chaînes, donc on va dire donc de la domination et surtout de la soumission. Et aujourd'hui, nous allons faire en sorte justement que ces ressources minérales reviennent à l'État du Mali, soient exploitées au profit exclusif des Maliens. En termes de perspective, comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur minier? Ben, si vous me demandez cette question en tant que premier responsable du département, ce n'est pas pour vendre ma salade, hein, mais je pense quand même que ces perspectives sont très bonnes. Elles sont bonnes parce que, d'abord, nous avons entrepris, sur la base d'une vision claire, qui a été impulsée par le président, des réformes, à commencer par le cadre juridique. On a essayé de faire en sorte que tout ce qui obérait la possibilité pour notre pays de pouvoir profiter, du point de vue juridique, hein, de l'exploitation minière, nous allons faire en sorte que ces problèmes puissent être résolus. Il y a eu aussi la loi relative au contenu local qui vient s'ajouter au code minier. Mais nous sommes aussi dans des réformes institutionnelles qui vont rapidement se mettre en place. Parce qu'une fois que la vision est claire, le cadre juridique a été établi, il nous faut alors donc les services, les structures de nos ambitions. Et c'est ce que nous allons faire aussi. Parce qu'il est important que nous puissions travailler sur ces réformes-là, faire en sorte que je ne préjuge pas pour le moment donc, du sens que va prendre la réforme au niveau de la DNGM, mais il nous faut avoir un service justement à la hauteur de la mission. Et ce travail de réflexion est en train d'être fait aussi. Et je pense que très prochainement, nous allons sortir au grand jour avec un certain nombre de réformes institutionnelles aussi, qui vont nous permettre d'avoir donc des structures modernisées qui pourront pleinement assumer leur mission. Au-delà de cela, on parle beaucoup chez vous de diversification, de développement de l'entrepreneuriat national dans le secteur. Qu'est-ce que vous envisagez dans ces différents domaines? Ah oui, nous l'avons dit, le Mali est beaucoup plus connu comme producteur
d'or. Mais on a dit qu'il faut donc aller au-delà donc de ce que certains appellent la mono-exploitation minière donc, de l'or. Il nous faut aller vers d'autres substances, notamment les lithium. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali est en train de se positionner comme un des leaders en Afrique en termes donc, de potentiel donc, de lithium. Et nous avons des régions aujourd'hui qui sont en train de se révéler comme renfermant du lithium. Et nous avons des entreprises qui sont en train de travailler sur ce créneau et ça promet. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres substances, désormais considérées comme stratégiques, l'uranium et puis d'autres, pour lesquelles le Mali très rapidement pourrait donc se positionner comme leader en Afrique. Donc on va sortir donc de cette monoculture, si j'ai pu dire, donc aurifère. Mais au-delà, il faut faire en sorte aussi que nous acquérions donc des équipements. C'est important. Vous savez que dans ce domaine aussi, il faut des équipements de pointe, de qualité. Nous travaillons dans ce domaine. Ensuite, l'autre aspect, c'est de faire en sorte, quand nous parlons donc de l'entrepreneur national, c'est de faire en sorte que les nationaux puissent se positionner comme vraiment de grands producteurs. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Maliens qui, aujourd'hui, encore une fois, pour revenir à la même expression, estiment que l'or malien ne brille pas pour les Maliens? Je voudrais vraiment rassurer les Maliens pour dire que nous sommes dans un processus qui n'est pas facile. Comme je l'ai dit, l'adoption du code s'est passée dans un contexte extrêmement tendu. Ensuite, nous sommes en train de travailler sur les textes d'application. Comme je l'ai déjà annoncé, il y a un atelier qui a commencé pour l'évaluation de ces textes. Parce que vous savez, comme disait un célèbre juriste anthropologue, la loi, tant qu'elle n'est pas appliquée, elle reste une tache d'encre sur du papier. Et donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le code minier et la loi puissent être appliqués. Et quand ces textes-là vont être appliqués, je suis convaincu que les retombées seront énormes pour le peuple malien. Et pas seulement pour le budget, mais l'autre chose aussi, c'est de travailler à faire en sorte que les communautés dans les zones minières aussi puissent en profiter. Parce que nous savons tous, lorsque nous allons dans ces localités, on est très peinés. Vous entrez dans le village, après vous accédez à la mine, vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Il faut que cela cesse aussi. Donc, il faut vraiment que l'exploitation minière profite aux communautés, que l'on ait envie de quitter Bamako pour aller s'installer aussi dans ces communautés-là. Pas seulement pour cultiver, mais parce qu'il y fait bon vivre. C'est ça aussi l'objectif. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ousmane Mohamed, merci. Merci à toi. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour le prochain numéro de Malikoura Tassira. Bonne suite de programme sur l'ORTM.